Bienvenue dans cette vidéo de la Maison du cinéma asiatique. Le 9 juin 1987, une manifestation étudiante à l'université Yonsei est réprimée par la police. Dans la confrontation qui s'ensuit, un étudiant, Lee Han-yeol, reçoit une cartouche de gaz lacrymogène sur la tête, l'envoyant à l'hôpital dans un état critique. Cet événement et le contexte général de continuation de la dictature militaire en dépit de promesses répétées de démocratisation déclenche une série de manifestations plus ou moins violentes qui secouent la Corée du Sud pendant le reste du mois de juin. Depuis logiquement surnommées les manifestations démocratiques de juin, il s'agit de la dernière étape menant à la démocratisation du pays. Dans cette vidéo, l'ultime de cette série, nous allons voir comment le cinéma de la Corée a traité le sujet. Suite à sa prise de pouvoir définitive en 1980, Chun Doo-hwan continua dans les pas de son prédécesseur. Il poursuivit une politique de développement économique privilégiant les chaebols et réprimant les velléités sociales de la population. La répression politique contre les divers groupes d'opposition continua avec un usage systématique de la torture et la mise en place de camps de rééducation. Contrairement à son prédécesseur, Chun devait toutefois composer avec une opposition plus organisée et unifiée, connu sous le nom de mouvement Minjung, ou mouvement du peuple. Cette coalition d'intellectuels, d'artistes, de figures religieuses et syndicales, de journalistes, de professeurs et autres étudiants parvint à monter en puissance tout au long des années 1980. Pour s'assurer un minimum de soutien populaire, Chun Doo-hwan promut la politique des 3 S. Sport, Screen and Sex, autrement dit sport, cinéma et sexe. Une modernisation du bon vieux des pains et des jeux, cher aux empereurs de la Rome antique. C'est dans ce cadre que de nombreux films érotiques furent produits en Corée du Sud. Cette politique trouva sa consécration populaire et institutionnelle avec la tenue des Jeux Olympiques à Séoul en 1988. De nombreux films ont depuis décrit le climat politique de la Corée des années 1980, traitant du sujet par le biais de différents genres, allant de la comédie au polar. Mais le sujet est tout particulièrement au cœur du The Attorney que Wang Yu-sok réalisa en 2013. Le long métrage est une biographie à peine camouflée de Roh Moo-yoon, qui deviendra président de la Corée du Sud en 2003. L'incontournable Song Kang-ho y interprète un avocat spécialisé en droit fiscal, originellement moqué par la profession, mais qui est parvenu à devenir riche et influent. Il accepte de sortir de sa zone de confort pour défendre un étudiant accusé de sédition. Une décision qui l'amène à devoir choisir entre son intégrité professionnelle et morale ou son nouveau statut chèrement acquis de notable. Le film se base sur l'affaire de Burim qui eut lieu en 1981 quand 19 étudiants et employés furent arrêtés pour leur implication dans un club littéraire que les autorités suspectaient d'intentions subversives. Le long métrage de Wang Yu-sok illustre bien les opportunités économiques que le développement du pays offrait aux plus dégourdis et opportunistes. Mais il met également adroitement en avant le climat répressif qui coexistait avec ces évolutions positives. Le parcours que connaît le personnage de Song Kang-ho dans The Attorney annonce celui qu'il aura quelques années plus tard dans le Taxi Driver. Il représente l'éveil des Coréens ordinaires à la cruauté de la dictature militaire et leur transformation en activistes politiques, déterminés à faciliter la transformation du système vers une démocratie représentative. Mais dans la réalité, bien que les forces d'opposition se renforçaient, la transition démocratique n'avait rien de garanti. Chun Doo-hwan comptait bien au contraire demeurer au pouvoir d'une manière ou d'une autre, et il semblait avoir suffisamment de leviers à sa disposition pour y parvenir. Mais en 1987, un événement imprévu contraria ses plans. Le 14 janvier 1987, Park Jong-chul, un étudiant en langue âgé de seulement 21 ans, décéda lors d'un interrogatoire de la police. Le jeune activiste avait refusé de communiquer la localisation d'un de ses camarades. Durant la session de torture auquel il fut soumis via la tristement célèbre technique du waterboarding, sa gorge fut fracassée sur la bordure de la baignoire.
Les autorités essayèrent de camoufler l'affaire en prétendant qu'il était mort de choc durant l'interrogatoire. Des fuites dans la presse en mai mirent à mal cette explication et le gouvernement dut admettre que le jeune étudiant était mort sous la torture. Sentant le danger, Chun agit rapidement. Le ministre de l'Intérieur et le directeur de la police furent virés, 2 des policiers impliqués furent mis en examen et une commission d'investigation fut mise en place. Mais ces mesures de gestion de crise ne suffirent pas à désamorcer la situation. L'annonce de Roh Tae-woo, un général protégé de Chun et impliqué dans le massacre de Gwangju, comme candidat du parti présidentiel à la prochaine élection, des élections qui avaient lieu au suffrage indirect via un collège électoral à la botte du pouvoir, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Le 10 juin 1987, des manifestations réunissant plus de 400 000 participants secouèrent le pays. Pendant plus de 2 semaines, les protestations se succédèrent, culminant le 26 juin par la mobilisation d'environ 1 400 000 Coréens. Ces événements sont au cœur de 1987 When the Day Comes que Jung Joon-hwan réalisa en 2017 pour les 30 ans du mouvement. Le film s'ouvre sur la mort de Park Jong-chul et suit une galerie de personnages variés qui vont tous à leur façon contribuer à la révélation du scandale et ainsi permettre la naissance du mouvement populaire contre la dictature. C'est parce qu'ils décident d'écouter leur morale ou leur éthique professionnelle, en dépit des pressions du pouvoir, des risques sur leur confort matériel, voire sur leur intégrité physique, que les événements ainsi décrits font boule de neige. Le film ne montre donc pas des combattants de la liberté dévoués à une idéologie, mais des individus ordinaires qui veulent simplement faire ce qui leur semble juste. C'est cela la grande réussite du film, qui ne se laisse pas aller à un romantisme certes séduisant, mais le plus souvent erroné, d'un homme providentiel, d'un héros de la démocratie vertueux qui fait tomber l'hydre autoritaire. En cela, le film illustre également bien l'effet pernicieux des régimes répressifs, poussant les membres du système à de multiples concessions morales et s'assurant ainsi leur complicité dans le processus de répression et de contrôle des esprits. Cette corruption morale des élites nécessite qu'un maximum de personnes s'y opposent pour la contrecarrer. Pour illustrer ces concepts, le film adopte le motif de la course de relais. La vérité est passée d'un personnage à un autre, chacun représentant diverses facettes de la société coréenne. Une idée habile pour structurer et donner vie à ces concepts complexes à illustrer cinématographiquement. Et si des libertés sont prises de temps à autre avec la réalité historique, les grandes lignes demeurent respectées et l'essence du combat pour la démocratie parfaitement synthétisée par Jung Joon-hwan. « 1987 When the Day Comes » se termine sur la mort d'un étudiant lors d'une des premières manifestations de juin 1987. Comme on l'a vu en introduction, le film se base sur le cas de Lee Han-yeol, un étudiant qui, lors d'une manifestation sur son campus le 9 juin 1987, reçut une cartouche de gaz lacrymogène sur la tête et tomba dans le coma. Son agonie fut immortalisée dans une célèbre photo qu'il érigea en martyr pour la cause, et en plus des autres événements déjà évoqués, galvanisa le public dans sa mobilisation contre le régime. Lee Han-yeol décéda des suites de ses blessures le 5 juillet 1987. Au même titre que les victimes du massacre de Gwangju et de Park Jong-chul, il est aujourd'hui considéré comme une des incarnations tragiques du combat pour la démocratisation du pays. Si 1987 When the Day Comes est le film de référence quand il est question des manifestations démocratiques de juin 1987, il existe une autre œuvre bien moins réputée qui traite en partie du sujet. Ce film, c'est A Poem for the Beloved One. Produit en 1991, A Poem for the Beloved One est un film nord-coréen. La Corée du Nord avait en effet trouvé dans la répression de Chon Do-hwan une opportunité parfaite pour sublimer son propre régime et actualiser sa critique de la Corée du Sud, par-delà le cliché d'un état fantoche à la botte des Américains, où les Coréens vivaient dans la pauvreté. Le film suit un jeune activiste du nom de Park Hyun-joon. Aspirant à devenir avocat, il s'éveille aux difficultés de la classe laborieuse et abandonne ses études pour devenir un activiste anti-gouvernement. Il participe au soulèvement de Gwangju et est envoyé en prison où il finit par y trouver la mort.
Park Young-joon est en fait inspiré de Park Jong-chul, le jeune étudiant dont la mort contribua aux manifestations de juin 1987. Son histoire est ici hautement romanticisée et mélodramatique, liant son parcours à d'autres moments traumatiques antérieurs du pays. Il est toutefois fascinant de voir comment les propagandistes de la démocratie populaire utilisaient ces événements réels tout en les intégrant à d'autres thématiques plus habituelles de l'industrie cinématographique très politiquement orientée du Nord. Si A Poem for the Beloved One, titre qui reprend le nom de l'hymne officieuse du soulèvement de Gwangju, est, en ce qui concerne les événements politiques qui agitaient la République durant les années 1980, artistiquement et historiquement inférieur à ses alter-ego du Sud, il n'en représentait pas moins un degré supplémentaire de sophistication dans sa description du pays, et soulignait à quel point les événements qui secouaient la Corée du Sud durant les années 1980 étaient observés avec une grande attention par son voisin du Nord. Face à la mobilisation de la rue, Chun Doo-hwan envisagea à un moment de répéter le précédent de Gwangju et de faire appel à l'armée pour réprimer les manifestants. Le 19 juin, il donna l'ordre de déploiement aux troupes, mais changea d'avis dans l'heure qui suivit. Les raisons de cette décision sont multiples. La force de la mobilisation populaire, le poids de Gwangju dans les consciences y compris l'élite en place, ou encore l'opposition américaine, y contribuèrent tous dans une certaine mesure. En choisissant finalement la négociation au lieu de la répression, Chun et son successeur Roh Tae-woo abandonnèrent une partie de leur pouvoir, préparant le chemin pour l'établissement d'une véritable démocratie représentative. Les organisations syndicales en sortirent fortifiées, la Constitution fut amendée avec les droits politiques des citoyens et le pouvoir du Parlement renforcé, en plus de l'adoption d'une élection présidentielle au suffrage universel direct. Kim Dae-jung, le principal opposant au pouvoir, jusqu'ici en résidence forcée, fut également libéré. Si Roh Tae-woo remporta néanmoins l'élection présidentielle de 1988, ces concessions permirent une transition pacifique et posèrent les bases d'une démocratie dynamique. Selon un indicateur mis en place par le journal The Economist, le pays était en 2021 à la 16e place sur 167 en termes de démocratie. En Asie, seul Taïwan est classé devant la Corée du Sud. Pendant près de 40 ans, la Corée du Sud connut des formes variées de dictature. Ce n'est qu'à travers la lutte de milliers de citoyens, dont beaucoup le payèrent de leur vie, qu'une forme de démocratie fut instituée. Il est bon de souligner qu'il n'y a pas ici de destin ou de progrès inéluctable, et que si ces efforts ont fini par porter leurs fruits en Corée du Sud ou encore à Taïwan, il suffit de regarder dans d'autres territoires pour constater que la simple volonté d'une majorité de la population ne suffit pas forcément à changer le système politique dans la direction souhaitée. Mais c'est justement pour cela que la route vers la démocratie qu'a emprunté le peuple de Corée du Sud est aussi importante. Parce qu'elle montre qu'une lumière peut se trouver au bout du tunnel et qu'elle contribue ainsi à la fortification des aspirations des autres peuples du globe.